consommateur estonien ne consomme pas la même chose que le consommateur grec. La France a toujours eu cette appétence pour élégance égale un peu consensualisme. Et j'ai toujours eu cette appétence pour l'Europe centrale et orientale parce que je voulais travailler dans les affaires européennes à Bruxelles. Il y a des marques qui peut-être m'auraient parlé il y a 4 ans qui me parlent plus du tout. Et il y a des marques qui me parlent maintenant qui probablement m'auraient pas parlé avant. C'est ça qui est assez drôle dans le métier d'agent, mais c'est qu'on positionne des marques, mais on positionne aussi notre personnalité. Bonjour Guirec, Bonjour Samuel, bienvenue chez Gams. merci beaucoup. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Absolument. Je m'appelle Guirec Joubert, je suis breton comme ça s'entend, je pense. Je suis agent en parfumerie de niche pour ma propre entreprise qui s'appelle Maison Guirec, parce que je suis hyper narcissique. Et je travaille avec une dizaine de marques indépendantes ou marques de niche, et pas uniquement sur le marché français. Justement sur les marchés, tu travailles principalement hors de la France. Quels sont les plus gros marchés pour toi? Effectivement, je pense que la France, c'est à peu près 50% de mon temps, on va dire, ou 50% de mes activités. Et le gros de la zone géographique où je travaille, c'est Europe centrale et orientale. Et quelques autres petits exotismes, comme Asie du Sud-Est ou le Mexique, mais globalement, ça va de l'Estonie jusqu'à la Grèce. Donc ça inclut Europe centrale, Balkans et Europe de l'Est. Historiquement, c'est des marchés qui ne sont pas forcément très portés sur le parfum, contrairement à la France ou l'Italie par exemple. Qu'est-ce qui différencie ces marchés-là? Alors, je ne dirais pas que ce pas des marchés qui sont portés sur le parfum, ce pas des marchés qui, historiquement, ont un héritage dans l'artisanat de la parfumerie, ça c'est sûr. En revanche, ça a toujours été des marchés qui étaient intéressés par la parfumerie, mais qui avaient un rapport très différent, de par le rapport au marché en tant que tel, enfin l'économie de marché. Et le parfum a toujours été ce produit hyper convoité qu'un oncle ou une tante ramenait d'un voyage à l'Europe de l'Ouest ou dans le monde dit libre. Il y a énormément de récits, par exemple, quand je vais en Pologne, de personnes qui me disent qu'ils avaient une tante qui ramenait un parfum Chanel, etc. Donc, il y avait un marché, une demande, pour une appétence pour ce produit-là qui était un peu inaccessible pour eux. Et dès qu'ils ont eu accès à l'économie de marché, tout de suite, c'est devenu des marchés importants pour les marques de parfum. Bien sûr, le développement économique fait qu'ils en consomment de plus en plus. Et il y a plein d'autres facteurs qui font qu'ils sont extrêmement consommateurs de niche au-delà de la parfumerie commerciale. Et justement, par rapport à ce marché, comment on se différencie en termes de, notamment de boutiques et de sélection par rapport à la France, par exemple? Alors, il y a des sélections beaucoup plus éclectiques, beaucoup plus affirmées, je dirais. Alors, c'est difficile de parler d'unicité. Enfin, le consommateur estonien ne consomme pas la même chose que le consommateur grec, par exemple. Les appétences ne sont pas les mêmes. Mais en termes d'affirmation, c'est toujours des sociétés où il y a une espèce de lutte contre le consensualisme, pour des raisons évidentes historiques. Là où le consommateur français est assez consensuel encore sur ses choix olfactifs, le consommateur, par exemple, tchèque ou letton ou hongrois, ils vont avoir tendance à aller vers des fragrances qui sont très affirmées, qu'on aurait beaucoup de mal à vendre sur le marché français. Donc il y a des marques qui fonctionnent très bien, par exemple en Pologne, qui devient vraiment un gros marché, qui serait invendable en France, par exemple. Et en termes de boutiques, ça va se traduire par énormément de boutiques indépendantes, mais aussi, et c'est quelque chose qu'on voit peu en France, par des chaînes de parfumerie de niche qui sont très puissantes, qui ne vendent que de la niche et qui vont avoir plus d'une dizaine de points de vente dans un pays. C'est pas un format qui est très commun, que ce soit en France ou en Italie par exemple, des chaînes de parfumerie de niche. Pour toi, qu'est-ce qui fait que le marché du parfum français est plus consensuel que celui de l'Europe de l'Est? Alors, j'ai juste une réponse qui est personnelle et qui est liée à ce que j'ai entendu, échangé, etc. Donc, c'est probablement pas une réponse complète. Mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai échangé avec un formateur de chez Galilou, une chaîne polonaise, il y a à peu près un mois. Et je lui ai posé la question justement de, selon lui, qu'est-ce qui expliquait qu'en Europe centrale et orientale, il y avait ces marques très marquées, très affirmées olfactivement et dans l'identité de manière générale, qui arrivaient à se développer. Et son explication, alors bien évidemment ça lui appartient, c'est à nouveau pas forcément complètement la réalité, mais il m'expliquait qu'il y a tellement eu ce conformisme
pour la Pologne en tout cas, et une partie des pays de l'ex-Union soviétique, ce conformisme vestimentaire, de style, de mode de vie, où l'identité personnelle n'a pas de place. On ne peut pas être qui on est vraiment, et on doit se conformer à un style qui, selon lui, explique cette soif d'affirmation identitaire depuis le début des années 90, que ce soit dans la mode, et je pense qu'on le sait tous, les designers textiles d'Europe centrale et orientale sont en général assez excentriques, et je pense que du coup, cette quête de soi, il y a comme un refus total du conformisme, du consensualisme, et que l'affirmation de soi est un peu poussée à son extrême, et je dis ça sans jugement de valeur, parce qu'il y a ce passé consensuel, c'est beaucoup mieux, qui ne permettait pas d'être qui on voulait être. Et maintenant qu'ils peuvent être qui ils veulent être, c'est un peu poussé à son paroxysme. Qu'en France, et ça c'est aussi quelque chose qui nous distingue de l'Italie, dans la mode par exemple, la France a toujours eu cette appétence pour élégance égale un peu consensualisme. Il y a vraiment des codes très marqués. L'élégance doit être, c'est le simple, c'est chic, c'est pas exubérant. Chanel, Dior, etc. Ça a toujours été cette ligne de conduite là. Et c'est un peu la même chose sur la parfumerie. La vraie élégance en parfumerie, c'est presque la discrétion, quand c'est bien fait mais discret. Et du coup, le rapport en France au parfum est un peu différent. Je pense que ça change un petit peu avec les générations les plus jeunes qui sont justement en quête d'affirmation de soi. Et parce que les générations les plus jeunes, donc nos générations, on a un peu été bercés avec les réseaux sociaux, avec ces wishful thinking de être soi, s'affirmer, faire ses propres choix, que ce soit dans les vêtements, la coiffure, le maquillage, le parfum. Donc je pense qu'en France, il y a un avenir pour les parfums plus affirmés, plus clivants, mais c'est beaucoup plus long que ça n'a été en Europe de l'Est et centrale, où c'est né dès les années 90 en réalité. Tu parlais de chaînes, notamment en Pologne. C'est quelque chose qu'on trouve très peu en France. Est-ce que tu as une idée de pourquoi il y a cette différence de marché? Alors effectivement, il y a pas mal de disparités, ne serait-ce qu'en Europe, sur comment la niche est distribuée, comment est-ce qu'elle se vend, dans quelle typologie de points de vente. En Europe centrale et orientale, on trouve effectivement beaucoup de chaînes. Donc j'en ai cité une tout à l'heure comme Galilou. On peut penser aussi à Bellodoré dans les pays des Balkans, Serbie, Croatie, tout ça. C'est un format de distribution qui est assez fréquent effectivement en Europe centrale et orientale, mais aussi en Allemagne par exemple. En France, je pense qu'on n'a pas ce modèle-là, ou qu'on en a en tout cas beaucoup moins, parce qu'on commence à en voir arriver, parce que aussi on est inondé de parfumerie commerciale. La quantité de parfumerie commerciale qu'on a en France est impressionnante. À l'inverse, il y a très peu de parfumerie commerciale, par exemple, en Pologne. Il y a très peu de parfumerie commerciale en Serbie. Pour donner un exemple, Sephora s'est essayé à Belgrade. Au bout de quelques années, ils ont fermé. Donc, il y a des héritages de marché qui sont un peu différents. Nous, c'est vrai qu'en France, la parfumerie commerciale est très bien implantée, avec des stratégies de vente qui sont quand même très agressives et très dynamiques. Et donc, ça sature un peu le marché. Ça laisse assez peu de place, malgré tout, pour la parfumerie indépendante. À l'inverse, en Europe centrale et orientale, il y avait peut-être plus de place pour ces parfumeries-là. Un modèle qui, à mon sens, est hyper intéressant parce que précurseur, c'est le modèle allemand, où au début des années 2000, les parfumeries commerciales ont senti un peu le vent tourner, ont commencé à proposer des corners niches, et du coup, c'est pour ça que la niche est aussi développée en Allemagne, et que la distribution commerciale niche, elle est toujours imbriquée en Allemagne, puisque les parfumeries commerciales, depuis à peu près 20 ans, vendent aussi de la niche. Et du coup, le modèle allemand est un peu hybride de ce point de vue-là. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené justement à ce marché-là? Pourquoi tu t'es retrouvé à gérer ce marché? Alors, c'est un peu lié à l'accumulation de mes expériences avant de travailler en parfumerie et dans le commerce. J'ai fait une école de sciences politiques en affaires européennes et j'ai fait mon Erasmus à Varsovie. Et j'ai toujours eu cette appétence pour l'Europe centrale et orientale parce que je voulais travailler donc dans les affaires européennes à Bruxelles. Et mon idée, c'était, quand j'avais une vingtaine d'années, c'était de comprendre l'autre Europe, entre guillemets. Quand on fait des études en affaires européennes, on se rend vite compte qu'on a un prisme de vue sur les choses qui est très ouest européen. J'aime pas trop diviser géographiquement l'Europe, mais qui est très ou francophone ou ouest européen. Et je voulais un peu challenger ma vision. Et du coup, je voulais faire Erasmus en Pologne, qui est un peu l'autre phare en Europe centrale, pour justement challenger ma vision, la façon dont je comprenais l'Union européenne aussi.
Et à la suite de cette année Erasmus en Pologne, j'ai écrit un premier mémoire sur la Pologne. Mon second mémoire, ça a été sur les Balkans. Et donc, c'est devenu une zone que je comprenais relativement bien et que je savais sous-exploiter par les marques françaises, très exploitée par les marques allemandes, britanniques, américaines, mais beaucoup moins par les marques françaises parce que, historiquement, à part quelques pays comme par exemple la Serbie ou la Roumanie, on n'a pas forcément de liens commerciaux très forts avec cette région-là. Et du coup, justement, ce lien entre tes études et, euh, et la parfumerie, comment il s'est fait? Comment tu t'es retrouvé à devenir agent? Alors, il n'y a pas vraiment de lien direct entre mes études et le fait que je sois devenu agent, c'est plus une succession de circonstances et de hasards en réalité. Quand j'ai été diplômé, j'ai d'abord terminé mes études effectivement en travaillant à Bruxelles, puis en travaillant dans un consulat au Canada, et le Covid est arrivé. Et c'est la succession des pertes d'emploi liées au Covid. Donc j'ai perdu mon premier emploi au Canada à cause du Covid. Après j'ai travaillé à Nantes et j'ai à nouveau perdu mon travail à cause du deuxième confinement fin 2020. Et je ne viens pas forcément d'un milieu hyper aisé, etc. Donc j'avais beaucoup travaillé pour justement que mon horizon soit hyper libre. Et je me suis dit, quand j'avais du coup 24, 25 ans, que j'avais pas fait toutes ces années d'études pour que des circonstances exogènes viennent contrarier mon parcours de vie systématiquement. Et donc la seule façon de reprendre en main la façon dont ma vie évoluait, ou en tout cas le timing de ma vie, c'était de créer ma propre entreprise. Et comme j'avais fait de la diplomatie, mes études étaient en diplomatie, je savais que j'aimais voyager, que je parlais plusieurs langues étrangères, que j'aimais les gens. Et donc je me suis dit, le job d'agent semble assez bien répondre à ce que j'aime, mais ma volonté c'était vraiment de promouvoir l'artisanat français, ou en tout cas le savoir-faire français à l'étranger. C'était ça ma boussole de base. Donc d'une façon ou d'une autre, je voulais représenter le savoir-faire français. Et la parfumerie faisait partie des savoir-faire français que j'avais targetés, mais au même titre que bijouterie, cosmétiques, textiles, etc. Et avec le temps et de par mes affinités personnelles, il ne reste plus que la parfumerie maintenant. Donc, tu nous parlais de ton métier d'agent. Comment toi, tu définirais le métier d'agent? Je pense que le point principal, selon moi, c'est que je suis un point de liaison. Je sais qu'on a tous des définitions du travail d'agent qui est différente, surtout parce que je pense que notre travail d'agent est énormément teinté de notre personnalité et de ce que nous on apporte par notre expérience. Donc c'est pour ça que je pense que les façons de faire diffèrent un petit peu. Comme je ne viens pas du commerce, que je ne viens pas de la parfumerie, j'apporte ce que moi je connais ou ce que moi je sais faire. Et en l'occurrence, ce que je sais faire, c'est plutôt les qualités relationnelles, les connexions et susciter des synergies. C'est un peu ça, je pense, mon principal atout. Et donc, moi, mon travail d'agent, je le vois comme étant un point de liaison entre deux acteurs clés en amont et en aval, à savoir les marques et les points de vente, qui contribuent tous les deux à générer un marché, en tout cas, ou à générer de l'attraction. Et donc, on est à la fois le point de liaison pour que tout fonctionne au mieux et que les relations en amont et en aval soient le plus efficaces possible et permettent et à la boutique et à la marque d'atteindre leur plein potentiel. Pour moi, c'est vraiment ça le sujet. Donc il y a la partie commerciale évidemment, mais il y a aussi la partie accompagnement, formation, activation, événements, etc. Et le but pour moi, en tout cas le mien, c'est à la fois que d'accompagner la boutique pour qu'elle accomplisse son plein potentiel et accompagner la marque pour qu'elle se développe dans la direction qu'elle a choisie. Justement, en parlant de marque, comment tu choisis tes marques? Comment tu choisis ton portefeuille? Ça a un petit peu évolué au fil du temps parce que j'ai l'impression que c'est très imprégné de mes évolutions personnelles. Il y a des marques qui peut-être m'auraient parlé il y a 4 ans qui ne me parlent plus du tout. Et il y a des marques qui me parlent maintenant qui probablement ne m'auraient pas parlé avant. Donc le premier élément, je pense, c'est l'espèce de connivence que j'ai avec la marque, son identité, son message, ses valeurs, ce qu'elle cherche à dégager, ce qu'elle cherche à représenter. Et un truc tout bête qui va sonner vraiment Gen Z, mais l'Instagram par exemple, ce que l'Instagram dégage, ça va être hyper important pour moi de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent véhiculer et est-ce que c'est en adéquation avec ce que moi aussi je veux véhiculer en tant que personne. Donc c'est le premier élément. Les personnes qui sont derrière la marque, ça va être le deuxième élément. Dans quelle mesure est-ce que je sais que la coopération va être facile, pertinente, évidente, et dans quelle mesure je pourrais moi apporter ma pierre à l'édifice, c'est-à-dire que si ma personnalité peut être exploitée, alors j'y vais.
Et enfin, l'olfaction, ça va être le troisième point, je pense, en termes de qualité, de ce que ça apporte. Est-ce que c'est une énième variante de quelque chose que je connais déjà ou est-ce qu'il y a une vraie proposition? Et en 4, et ça c'est un élément que je n'avais pas forcément au début de mon travail en tant qu'agent, c'est l'ancrage au réel de la marque. Est-ce qu'elle est complètement déconnectée de ce qui se passe sur le marché ou est-ce qu'elle est assez bien ancrée avec les dynamiques en cours et du coup est-ce qu'on est en phase sur les objectifs commerciaux, sur la façon dont on approche un marché, etc. Il y a probablement un aspect pédagogique que j'ai plus envie de faire maintenant. J'ai besoin qu'une marque soit ancrée et comprenne bien le monde dans lequel on est pour avoir des attentes qui sont en adéquation avec les réalités. Et dans la même idée, comment tu fais pour choisir les boutiques avec lesquelles tu travailles? Les boutiques, c'est un petit peu différent parce que là, c'est pas uniquement mon jugement qui va entrer en compte, c'est aussi l'adéquation avec la marque en tant que telle. Donc là, on parle plus vraiment de ma personnalité, mais plutôt de la personnalité d'une marque. Donc il y a plusieurs critères qui entrent en compte. Il y a des critères qui sont très rationnels et très terre à terre, c'est-à-dire je vais analyser la sélection actuelle de la marque. Même chose quand même, comment est-ce qu'elle communique, quelles semblent être ses valeurs, son rapport, je ne sais pas, à l'artisanat français ou au savoir-faire, etc. Quels sont ses critères de choix pour voir si ça match avec la façon dont la marque appréhende son monde, entre guillemets. Euh, le deuxième élément qui va être important pour moi, c'est l'intuition. Et ça, c'est un peu la même chose que ce que j'ai décrit avant, c'est-à-dire est-ce que la collaboration avec la boutique va être facile, évidente, pertinente ou est-ce qu'on va devoir, est-ce que ça va être compliqué? Et si ça va être compliqué, si je sens que on va avoir pas forcément des accrochages, mais des points de divergence fréquents, etc., que la collaboration ne sera pas évidente, alors je pense que c'est un signal qu'il ne faut pas la faire. Donc il y a vraiment deux catégories, le rationnel, quelques données que j'analyse, sélection, produit, positionnement, etc., et une donnée plus intuitive de est-ce que la collaboration sera évidente, et donc si elle est évidente, je pars du principe qu'elle va être efficace ou pas. Maison Guirec, ça a aussi été une boutique. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir cette boutique? Alors en réalité, c'est plusieurs choses, mais c'est complètement lié aussi, et là je fais un pas de côté sur le trait commerce et travail, c'est aussi un stade de vie dans lequel j'étais où j'avais pas appris à dire non, et c'est un peu ce qui m'a poussé à ouvrir un point de vente, ouvrir une boutique physique, alors que ça n'a jamais été quelque chose en réalité que je voulais pour moi. Dans ce que je voulais pour développer Maison Y, avoir une boutique fixe, c'est pas ce que je voulais. Faire des pop-up, j'en ai fait plein, ça me plaisait beaucoup, parce qu'il y a cette idée d'éphémérité, il y a cette idée qu'on monte un projet, et puis il y a une effusion d'adrénaline pendant quelques temps, et puis on recommence tout le temps. Être à un point fixe dans une ville, avec des horaires fixes, ça correspond pas du tout à ma personnalité. Mais ce qui m'a poussé à ouvrir une boutique à Angers, c'était justement ces expériences de pop-up et puis certaines marques qui m'indiquaient qu'elles manquaient de points de vente dans l'Ouest. Et donc, à partir de là, je me suis dit, j'avais 26 ans et je me souviens m'être dit, il y a des marques qui me font confiance, il y a des marques qui me poussent, elles croient en moi. Je ne peux pas ne pas considérer la question, je ne peux pas dire non, je ne peux pas faire ce projet alors qu'il y a des gens derrière qui croient en moi. Et ça, c'était lié à un vrai déficit de confiance en soi parce que je sais très bien maintenant que si des marques me poussent à ouvrir une boutique, je leur dirais jamais de la vie. Ça n'est pas moi. Mais à l'époque, j'avais envie de croire que ça me plairait. Et si je suis tout à fait honnête avec toi, au bout de 3 mois d'ouverture de boutique, je savais déjà que ça ne me plaisait pas. Donc j'ai essayé de me conformer à ce rythme de vie-là. J'ai ouvert la boutique à Angers, qui en plus était une ville que je ne connaissais pas. J'essaie de me conformer à ce rythme de vie-là, très stable, très routinier. Et en réalité, ça ne m'épanouissait pas du tout personnellement. Donc je savais que l'expérience n'allait pas durer très longtemps. Dans cette idée d'un métier où on bouge beaucoup, il y a de plus en plus de salons. Toi, en tant qu'agent, c'est quoi ton rapport au salon? Est-ce que c'est quelque chose d'indispensable ou est-ce que c'est juste une nouveauté et une opportunité de découvrir des nouvelles choses? D'un point de vue purement business, je ne pense pas que ce soit complètement indispensable. Je pense qu'il y a des marques qui ont réussi à se développer et à gagner en visibilité sans nécessairement faire tous les salons. En tant qu'agent, je pense que ça aide quand même beaucoup parce que le métier d'agent, c'est quand même énormément de réseau, de relationnel.
Et puis, c'est ça qui est assez drôle dans le métier d'agent, mais c'est qu'on positionne des marques, mais on positionne aussi notre personnalité. On sait très bien, et je pense que je ne suis pas le seul agent à te le dire, qu'une partie de ce qu'on peut réaliser comme business ou comme deal, c'est aussi lié à notre personnalité qui va convaincre la boutique ou convaincre la marque. Et le fait de sillonner un peu tous les salons, ça nous permet aussi de rester assez en connexion avec ce qui se passe, avec la direction que la parfumerie prend. Il est bien évident qu'il y en a de plus en plus des salons, mais c'est aussi représentatif d'une vraie dynamique. Il y en a dans de plus en plus de villes, de plus en plus de pays, et ça montre qu'il y a une dynamique qui bouge. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si on ne les fait pas, on ne peut pas complètement, malgré tout, être en lien avec l'évolution du marché. Je suis bien d'accord qu'il y en a beaucoup, que c'est un rythme éreintant, que c'est un vrai investissement pour les marques, mais les visiter, ne serait-ce qu'en tant que visiteur, je pense que ça aide à comprendre le sens du vent en réalité. Et mon expérience très personnelle par rapport au salon, c'est que je ne vais pas nier que ça m'a énormément aidé à déjà me faire un mini nom dans l'industrie, ne serait-ce qu'en France, et puis un peu à crédibiliser mon nom en tant qu'agent de parfumerie de niche. Le fait d'être sur ces salons-là, de rencontrer certaines personnes, ça légitimise un peu ma position en tant qu'agent de parfumerie de niche. Et j'en fais beaucoup maintenant des salons parce que j'aime bien ce rythme-là et j'aime bien voyager, etc. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai une très bonne compréhension. Justement, je parlais du vent tout à l'heure, de la direction que le vent prend actuellement. Ouais, justement, il y a, outre les salons, il y a aussi beaucoup de marques qui se lancent, il y a de plus en plus de marques. Comment est-ce que tu expliques un peu cette dynamique de nouvelles marques qui se lancent comme ça? Alors, je pense que c'est pas complètement inhérent juste à la parfumerie. Je pense que l'appétit pour la création, il est un peu dans beaucoup de domaines, que ce soit la mode, le culinaire, l'œnologie. Enfin, on est dans des sociétés qui sont hyper créatives et qui valorisent la création. Donc je ne pense pas que ce soit uniquement lié à la parfumerie. Et puis il y a aussi cette idée que il y a de la place pour tout le monde, qu'il y aurait de la place pour tout le monde. Alors j'ai envie de croire que oui, il y a de la place pour tout le monde. Et donc du coup ça entretient cette idée qu'on peut continuer à créer des marques, proposer quelque chose de différent. Et puis je comprends que pour quelqu'un de créatif, la personne ait envie de raconter son histoire et d'apporter sa pierre à l'édifice ou qu'elle estime que telle ou telle identité n'a pas encore été développée dans l'industrie. La réalité, c'est que le marché ne peut plus, à mon sens, absorber de nouvelles marques. C'est hyper compliqué. Tous les jours, pour les agents, pour les boutiques, on est contacté par des marques qui veulent se lancer, qui veulent être accompagnées. La réalité, c'est, du moins en Europe, même sur les marchés dynamiques, il y a beaucoup plus d'offres qu'il n'y a de demandes à ce stade. Donc je comprends l'appétit créatif et la volonté de jouer sa propre partition, et je trouve ça hyper noble de le faire et hyper courageux. Maintenant, la traduction en un business, je pense qu'elle est beaucoup plus fastidieuse. Ici, chez CAMS, on travaille ensemble sur plusieurs marques. Absolument. Est-ce que tu pourrais nous donner ta recommandation pour la saison? Je pense que ce serait un qui, à mon sens, est un peu trop sous-coté. C'est Neroli Botanica de chez Essentiel Parfum. C'est jamais celui qui a la lumière, je trouve, dans la gamme Essentiel Parfum, mais à mon sens, et c'est comme ça que je le décris toujours quand je fais une formation ou un événement, pour moi c'est le parfum le plus chippy de la gamme, parce que il s'ouvre sur cette note très Neroli, lumineux, solaire, un peu savonneux, très frais, presque un peu naïf ou candide, et ça devient un parfum qui est dense, qui est épicé, qui est chaud, qui a beaucoup de caractère, mais tu ne soupçonnes absolument pas cette facette-là quand tu as les notes de tête. Et moi qui suis Gémeaux, c'est un parfum qui me correspond très très bien. Mais le fait qu'il y ait vraiment cette transition très importante de cette candeur solaire à un parfum qui est dense et épicé, je l'adore. Donc ce serait ma reco. Super, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Guirec? Alors jamais au même endroit, ça c'est absolument certain, mais il y a un endroit où je suis toujours, c'est sur Instagram, où je partage toute ma vie, même si ça n'intéresse pas grand monde, je pense. Mais du coup, sur Guirec-Joubert. Merci, Guirec. Merci Samuel. Le consommateur estonien ne consomme pas la même chose que le consommateur grec.